Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers téléspectateurs, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de votre émission Au risque de l'histoire. Le 28 juin 1914, dans la ville de Sarajevo, l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche est assassiné. Cet acte allait inaugurer une course diplomatique qui se terminera par le déclenchement de la guerre au mois d'août suivant. Après avoir vécu presque une décennie de paix armée, l'Europe, minée par les nationalismes et les antagonismes, sombre dans le chaos. Or, avant et pendant ce conflit, le Saint-Siège et le pape vont souhaiter jouer un rôle diplomatique tout d'abord, mais aussi un rôle humanitaire et enfin, plus simplement, plus évidemment, un rôle spirituel. Nous nous arrêterons, vous vous en doutez, d'abord et avant tout sur le rôle politique et diplomatique. Le pape Pie X avait-il les moyens d'empêcher le conflit ? Pourquoi le pape Benoît XV, son successeur, fera-t-il le choix de l'impartialité ? Quel rôle l'Italie va-t-elle jouer sur cet échiquier diplomatique ? Quelles seront enfin les tentatives de paix de la diplomatie pontificale ? C'est ce que nous allons demander à nos deux invités, Xavier Boniface et Gilles Ferragut. Xavier Boniface, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine, spécialiste d'histoire religieuse, puisque vous êtes aussi membre de l'Institut des études des faits religieux qui publie de nombreux ouvrages. Je vais me contenter de présenter deux ouvrages dont vous êtes l'auteur et que vous avez dirigé. Le premier, donc Histoire religieuse de la Grande Guerre, paru chez Fayard, et ensuite paru aux presses universitaires de Rennes, Les chrétiens, la guerre et la paix. Il s'agit d'un ouvrage que vous avez dirigé avec Bruno Bétoir. Il s'agit ni plus ni moins que d'un colloque. Et ce livre, vous me disiez, a remporté un succès certain. On peut s'en réjouir. Hein. C'est un livre qui couvre, nous y reviendrons, de la période médiévale, au fond, jusqu'à l'esprit, ce que vous appelez l'esprit d'Assise. Gilles Ferragut, bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi professeur d'histoire, vous enseignez à l'université de Nanterre. De nombreux ouvrages aussi vous concernent. Diplomatie et religion, tout d'abord, un ouvrage très important que vous avez dirigé avec Florian Michel. Il s'agit aussi d'un colloque sur le rôle diplomatique du Saint-Siège pendant toute la première moitié du XXe siècle. Et votre actualité littéraire, c'est aussi ce petit ouvrage, Otage, une histoire de l'Antiquité à nos jours, qui est en dehors de notre sujet, mais que je souhaitais présenter à nos auditeurs. Nous avons fait une émission ensemble sur Storia Voce, même 3 émissions ensemble sur Storia Voce. N'hésitez pas à vous y rendre pour l'écouter. Je reste avec vous, Gilles Ferragut, pour comprendre l'action des papes. Pie X, donc Pie X c'est 1903-1914, Benoît XV est élu en 1914. Donc pour comprendre l'action des papes de Pie X et Benoît XV pendant la Grande Guerre, il faut remonter un peu loin dans l'histoire, il faut remonter à l'époque de Léon XIII et à sa politique extérieure. Comment caractériser cette politique ? Quel est le rôle de la politique extérieure du Saint-Siège ? Alors le problème du Saint-Siège, à partir de 1870, c'est qu'il a été dépouillé du fait du développement de l'Italie, de la construction de l'unité italienne. Il a été dépouillé de l'ensemble de ses territoires, ainsi que donc de l'ensemble de ses populations. Et la question qui s'est posée, c'est qu'est-ce que le Saint-Siège, qu'est-ce que la souveraineté pontificale dans ces cas-là, et de quelle puissance peut-il se targuer pour intervenir, pour continuer à être un pays, un État qui intervient dans le concert des nations. C'est la construction de ce qu'on va appeler la puissance morale, un travail qui est élaboré déjà par Pie IX, puis et surtout par Léon XIII, et qui va, en s'appuyant sur le renouveau aussi de la philosophie thomiste à l'intérieur
du Saint-Siège, qui va, en s'appuyant sur ce renouveau, permettre au Saint-Siège de s'ériger en tant que médiateur et acteur des relations internationales, mais un acteur d'un nouveau genre, puisqu'il il propose des médiations. Et il se présente petit à petit par la suite comme quelqu'un capable d'arbitrer des conflits entre des États en sortant finalement du simple champ de la communauté catholique. C'est-à-dire qu'il a une forme d'impartialité, il est au-dessus des États-nations ? Exactement, il va revendiquer peut-être pas d'être au-dessus des États-nations, mais il va le revendiquer de plus en plus fermement, cette impartialité, et notamment, je pense qu'on va le voir pendant la Première Guerre mondiale, la construction de l'impartialité va être l'un des enjeux majeurs pour le Saint-Siège. Alors il y a un grand historien qu'on connaît, vous et moi, qui s'appelle Jean-Marc Tichy, qui a travaillé sur cette politique d'arbitrage. Peut-être en quelques mots la présenter. Alors Jean-Marc Tichy, dans une thèse qui est absolument lumineuse sur cette question, avait analysé toute cette politique de médiation. L'arbitrage est plutôt dans le domaine juridique, la médiation c'est ce qui est revendiqué par le Saint-Siège, et c'est à partir de la fin des années 1880, c'est une innovation entre guillemets de Léon XIII, c'est la capacité à intervenir dans un conflit entre deux États et à proposer justement une solution, en général de compromis, qui avantage tous les États, non seulement des États chrétiens, mais même des États qui ne sont pas forcément directement liés au Saint-Siège. C'est ce qui va permettre au Saint-Siège et à Léon XIII de revendiquer finalement cette puissance morale, cette nouvelle manière d'incarner une souveraineté lorsqu'on n'a plus rien. Si j'ai bon souvenir, je crois même que la Turquie a demandé la médiation du Saint-Siège en pleine guerre. Je me tourne vers vous, Xavier Boniface, dans ce livre, donc Les chrétiens, la guerre et la paix. Le sous-titre, c'est bien de la paix de Dieu à l'esprit d'Assise. Est-ce que ce concept de puissance morale trouve ses racines dans cette volonté, on va dire, pacifique qui existait entre autres au Moyen-Âge ? Alors au Moyen-Âge, je crois que les problématiques sont un peu différentes. Et puis, il faut peut-être éviter aussi les anachronismes d'appliquer au Moyen-Âge des concepts qu'on pourrait développer plus pour la période contemporaine. Mais c'est vrai qu'il y a une préoccupation de l'Église. Alors, on ne peut pas parler de Saint-Siège à proprement parler, on peut parler du pape au Moyen-Âge, pas à proprement parler de Saint-Siège, mais il y a déjà une préoccupation de l'Église de manière générale pour promouvoir la paix. Et ce n'est pas uniquement la papauté, hein, ça se joue aussi à l'échelle des évêques dans les diocèses du Royaume de France, de vouloir promouvoir justement différentes formes de paix. Alors, si on creusait un peu peut-être les choses, je me demande si il y a deux manières d'appréhender la question de la guerre dans l'Église. Il y a, on y reviendra sans doute plus tard dans l'émission, le jus ad bellum, le droit de faire la guerre, la justification de la guerre. Il y a une guerre juste. Il y a la guerre juste, voilà. Et puis, il y a ce qu'on appelle le jus in bello, qui se développe plutôt à partir du XVIe siècle. Alors ça, c'est pas spécifique à l'Église catholique, mais on va le voir aussi des théologiens justifier cette jus in bello, c'est-à-dire respecter le droit dans la guerre. Et moi, je pense, bon, avec là encore peut-être un risque d'anachronisme, la trêve de Dieu, la paix de Dieu, sont des formes de jus in bello. On ne peut pas faire n'importe quoi dans la guerre, il faut se plier à des règles. Et ces règles, bon, par exemple la trêve de Dieu, c'est on ne se bat pas certains jours de la semaine, certains moments de l'année. Simplement appliquer du droit dans la guerre qui se définit justement par un affrontement qui ne respecte pas les règles traditionnelles et habituelles du temps de paix. Est-ce que dans les... Oui, si Gilles ? je peux me permettre d'intervenir, et pour aller dans le sens de ce que dit mon collègue, c'est le moment où s'invente carrément le droit international, un droit qui naît des situations de guerre, et l'une des premières écoles à réfléchir au droit international, c'est l'école de Salamanque, qui est une école d'inspiration religieuse. Ce que vous montrez bien d'ailleurs dans votre livre, Otage d'une histoire, l'otage faisant partie du droit international. C'était le gage de confiance avant que le droit international n'émerge vraiment. Alors, on revient à la guerre. On sait que l'Autriche-Hongrie demande au pape de bénir ses armées et le pape répond « je ne bénis que la paix ». Est-ce qu'un des belligérants a pu vouloir justifier la guerre et mettre en quelque sorte le Saint-Siège dans son propre camp ? Je pense que ce sont les deux camps ont cherché à accaparer la parole du Saint-Siège pour légitimer leur action, au moins du point de vue de l'opinion catholique. Mais en réalité, le pape se méfie très vite de ces tentatives de captation, en quelque sorte, d'où sa politique, sa ligne plutôt d'impartialité, de neutralité. Il ne veut pas se faire instrumentaliser par les deux camps. Et alors, je me demande d'ailleurs si
plutôt dans le camp de l'entente qu'on va trouver, mais parce que le camp de l'entente est aussi d'abord attaqué, on ne va pas avoir peut-être les plus fortes tentations d'instrumentaliser le discours pontifical. Alors on va bien évidemment y revenir. Vous vouliez ajouter quelque chose? Pie X est le premier pape, finalement, à rentrer en guerre sans avoir d'armée, à entrer dans une guerre. Jusque-là, même au temps de Pie IX, alors après, il y a toute la question de l'unité italienne, mais au temps de Pie IX, le Saint-Siège disposait encore de troupes et pouvait être encore un acteur naturel ou classique des relations internationales. On le voit à la bataille de Mentana. Pie X est un pape qui est confronté à la guerre sans avoir d'outils pour y faire face. Son impuissance est un drame pour lui? C'est tout le problème justement de cette puissance morale qui a érigé l'action du pape en modèle, et l'idée qui va rester, alors je vais tout de suite briser le suspense, mais à la mort de Pie IX, pas de Pie IX, à la mort de Pie X, c'est que le pape serait mort de ne pas avoir pas su empêcher la guerre, ce qui est une forme d'exemplum pour illustrer la puissance morale à ce moment-là. Est-ce que la papauté, donc le pape Pie X, qui deviendra saint plus tard, mais aussi, pourquoi pas, Pie IX ou Léon XIII, est-ce qu'ils avaient condamné formellement les nationalismes et la montée des nationalismes, qui à l'origine est d'ailleurs une idée de gauche? Il n'y a pas une condamnation urbi et orbi du nationalisme. Il y a des condamnations d'un certain nombre d'éléments qui rentrent dans le nationalisme. Je pense notamment aux armées, enfin au service militaire généralisé, qui est une voie vers la guerre totale. Et très vite, même Pie IX s'oppose à la conscription généralisée parce qu'il y voit les germes de possibles guerres, mais d'ampleur, de masse, en disant on ne fait pas des armées nombreuses pour ne pas s'en servir. Et de ce point de vue-là, il y a des condamnations. Mais il n'y a pas de condamnation nette et claire du nationalisme. Alors je pense en particulier, pour le début du XXe siècle, à une explication assez forte. C'est que dans un certain nombre de pays, je pense en particulier à la France, à l'Italie ou à l'Allemagne, il y a eu des politiques anticléricales extrêmement dures. Et la papauté ne peut pas se mettre à dos, ne peut pas se permettre de se mettre à dos des nations des États plutôt, qui ont déjà mené des politiques très hostiles à la présence ou à l'influence de l'Église dans leur champ. Et du coup, je pense que c'est un frein qui explique pourquoi la papauté n'a pas condamné ces nationalismes. Condamner les nationalismes serait justifié en quelque sorte l'anticléricalisme dans ces pays. Je pense par exemple en Allemagne, la politique du Kulturkampf de Bismarck. L'un des sources de ce Kulturkampf bismarckien, c'est de dire les catholiques ne sont pas pleinement des Allemands puisqu'ils obéissent au pape. Donc ils ne sont pas de bons patriotes. Et donc condamner le nationalisme aurait justifié en quelque sorte les politiques anticléricales. Donc le Saint-Siège ne pouvait pas être bloqué de ce point de vue-là. Gilles Ferragut? Donc, pas de condamnation effectivement manifeste du nationalisme. Par contre, dès l'encyclique Ad Beatissimi, qui est la première grande encyclique de la guerre, on laisse clairement entendre que le nationalisme est l'une des causes prépondérantes de cette entrée en guerre. Gilles Ferragut, vous évoquiez tout à l'heure la diplomatie pontificale, notamment sous Léon XIII, donc c'est une diplomatie active. Quel est l'état de cette diplomatie pontificale en 1914, l'année du déclenchement de la guerre? La diplomatie pontificale n'est, entre guillemets, pas du tout adaptée à la situation qui démarre en août 14. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de représentation, par exemple, russe à Rome, enfin au Vatican. Il n'y a plus d'ambassade de France au Vatican. Il n'y a pas d'ambassade anglaise au Vatican. Il va y avoir, par contre, assez rapidement un envoyé spécial, Sir Howard, qui va rester pendant toute la guerre. Mais donc, on peut dire que du côté de l'entente, il n'y a pas de véritable représentation diplomatique et on a un problème de dialogue, même s'il y aura beaucoup d'envoyés qui vont faire des allers-retours. Côté allemand, par contre, il y a 2 ambassadeurs, un pour la Prusse, un pour la Bavière. Il y a un ambassadeur autrichien, le prince Schönburg, qui est très très apprécié parce qu'il communie tous les matins, ce qui est donc aussi la marque d'un ambassadeur engagé dans cette mission. Ce qui fait qu'on a un déséquilibre. Et manifestement, ça va être une des critiques lancées notamment côté français, manifestement les informations viennent plus facilement du côté de la Triplice que du côté de la Triple Entente. Xavier Boniface? Oui, je confirme, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Gilles Ferragut. Il y a vraiment un déséquilibre dans les représentations diplomatiques, et d'où d'ailleurs des regards différents du Saint-Siège à l'égard de ces pays, d'autant que l'Angleterre
c'est un pays anglican. La France, une république laïque. La Russie, c'est le pire de pire pour le Saint-Siège à l'époque, c'est l'orthodoxie. Et donc, d'un côté, on a une Allemagne où il y a un tiers de catholiques, même si c'est un pays protestant, il y a quand même un tiers de catholiques, et une Autriche-Hongrie qui est catholique. Et en face, des puissances qui sont chrétiennes, mais pas catholiques. Et pour le Saint-Siège, ça pose un certain nombre de problèmes. D'où un regard peut-être biaisé à l'égard de l'entente à ce moment-là, à cause justement de ces orientations religieuses. C'est une des clés de l'impuissance du Saint-Siège, cette disparité diplomatique, parce qu'au fond, il ne pouvait pas privilégier l'un et délaisser l'autre. À mon sens, pas complètement, puisque très rapidement, les États ont pris conscience de ce problème. Il faut savoir que le Saint-Siège est un petit peu comme un balcon sur l'Europe et sur la guerre, un endroit où on va se croiser, où on va discuter, un endroit entre guillemets aussi neutre, notamment à partir du moment où l'Italie entre dans la guerre. Le seul endroit où vous trouvez des diplomates allemands ou des diplomates autrichiens, c'est au Saint-Siège. Donc ça peut être un endroit intéressant et régulièrement le Saint-Siège va jouer ce rôle de plateforme où l'on peut quand même nouer des contacts. Il faut imaginer que tous les États, à commencer par la France, envoient des envoyés plus ou moins spéciaux, des conseillers plus ou moins secrets pour entrer en contact avec les réseaux, on va dire, francophiles, par exemple, du Vatican. Donc on peut dire que ça, la question a rapidement été réglée et que le Saint-Siège avait des moyens de communiquer. Et une sorte de paradoxe, parce que je reviens à cette diplomatie, nous sommes toujours finalement dans les derniers mois avant le déclenchement de la guerre, il y avait une diplomatie foisonnante en Amérique latine. En revanche, en Europe, on a l'impression que c'est le calme plat. Je crois que c'était ce que disait mon collègue. Les sujets sont tellement complexes en Europe, notamment liés à la laïcité, que le Vatican marche sur des œufs. Enfin, oui, tout à fait. C'est vraiment une situation beaucoup plus compliquée. Et le Saint-Siège, il ne faut pas oublier non plus que le pape il est italien, qu'une bonne partie de la curie est italienne. Et donc même s'il y a une volonté d'une ligne d'impartialité, de neutralité, la sensibilité de tous ces cardinaux et du pape, elle est quand même marquée par leur appartenance à l'Europe. L'Amérique latine, c'est loin. Et du coup, les enjeux, et puis ce sont des enjeux territoriaux frontaliers, les problèmes qui ont été réglés en particulier à l'époque de Léon XIII, c'est des médiations pour des conflits de frontières. Des petits, vu de l'Europe, ce sont des petits conflits frontaliers. En Amérique latine, bien sûr que ça présente une autre importance. Ici, la question de l'Alsace-Lorraine, pour prendre un exemple vraiment européen, c'est quasiment insoluble du point de vue du Saint-Siège. Donc, c'est un peu comme la question palestinienne aujourd'hui, elle paraît insoluble. D'une certaine manière, oui. Je pense que la comparaison est tout à fait intéressante. Alors, Benoît XV, c'est un diplomate. Pie X, lui, c'était un pasteur. C'est l'homme du spirituel d'abord. Il n'apparaît pas comme un homme politique. C'est l'homme du droit canon, bien évidemment. Benoît XV, lui, c'est vraiment le politique. Comment est accueillie son élection ? Alors, du côté français, on a un peu soutenu la candidature de Della Chiesa, qui porte un nom extraordinaire pour un pape, il s'appelait Della Chiesa, il fallait l'inventer, on aurait pu l'inventer. D'autant qu'il choisit comme secrétaire d'État Ferrata, le cardinal Ferrata, qui avait été nonce à Paris, qui était très bien vu. Alors, pas de chance, Ferrata meurt au bout d'un mois. Et il est remplacé par Pietro Gaspari, qui avait également travaillé en France. Il était professeur de droit canon à l'Institut catholique de Paris, il connaissait bien la France. Donc les Français trouvent que quand même, du côté du Saint-Siège, on est plutôt bien servi. Initialement, l'Autriche et l'Allemagne étaient hostiles, ou du moins très réservés à l'égard de Della Chiesa et soutenaient d'autres cardinaux. Mais finalement, ils sont ralliés en disant c'est pas si mal que ça, et finalement, ils ont également accepté Della Chiesa. Et d'autant que l'Autriche et surtout l'Allemagne disposent eux aussi de leurs propres émissaires, entre guillemets, au sein du Saint-Siège. Par exemple, le pape noir, le chef des Jésuites, le cardinal Ledochowski, qui est un cardinal autrichien. Donc, il y a une image quand même assez fascinante qui est au fond ce conclave, donc l'élection du pape, avec des Italiens, des Français, des Allemands, à un moment qui est un moment où on se fait la guerre. Oui, alors c'est juste, en fait, on élit le pape au moment de la bataille de la Marne. Quand même, je crois qu'en fusion chronologique, c'est intéressant. Peut-être deux remarques. Premièrement,
c'est une anecdote, au début du conclave, il y a l'archevêque de Cologne, cardinal von Hartmann, qui dit « J'espère qu'on ne parlera pas de la guerre ». Et le cardinal Mercier, archevêque de Malines-Bruxelles, dit « J'espère bien que si, puisque son pays venait d'être envahi par les Allemands ». Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, en réalité, la question de l'élection du pape, ce n'est pas du tout posé en lien avec la guerre. Ah oui. Les enjeux étaient complètement différents. C'était, est-ce qu'on poursuit la ligne intransigeante de Pie X, qui soutient par exemple la Sapinière, ce réseau intégriste international, ou bien est-ce qu'on en revient à une attitude plus conciliariste qui est celle de Léon XIII. Et en fait, la problématique de l'élection du pape, pas du tout liée aux enjeux de la guerre, mais d'abord à des enjeux internes à l'Église catholique, dans son rapport au monde et dans son rapport à la foi. Et donc voilà, il faut aussi voir que l'Église a sa propre logique à ce moment-là, les cardinaux poursuivent leur propre logique, qui n'est pas celle de l'Europe en guerre. Et pourtant, donc, c'est un pape politique. Et en réalité, il a aussi une expérience il a travaillé à la secrétaire d'État, il a été en nonciature, donc il a une expérience internationale beaucoup plus grande que celle de Pie X, qui était nulle. Enfin, il n'y avait pas de... Alors, vous citiez tout à l'heure, Gilles Ferragut, l'encyclique Ad Beatissimi. Il y a eu d'abord un texte, une exhortation apostolique, Ubi Primum. Est-ce que la guerre est un châtiment divin pour Benoît XV ? Le discours sur le châtiment divin s'est quelque peu atténué, mais effectivement, notamment dans Ad Beatissimi, Ubi Primum invite juste à la prière. La première réponse, celle de Pie X, c'est de prier pour mettre un terme à cette mécanique terrifiante et pour revenir à la paix. Donc, première attitude du Saint-Siège face au conflit. Deuxième attitude, déjà, celle de Benoît XV, qui va être de analyser, poser des questions et analyser la situation, d'où cette idée que les nationalismes sont à l'origine de ce conflit, cette idée aussi que l'Europe, en entrant dans le conflit, paie le prix d'erreurs qu'elle a faites, d'évolution politique qu'elle a faite. Toute la condamnation de la modernité faite par Pie IX aboutit finalement à cette situation. Donc, on est face, alors ce n'est pas une condamnation nette, mais le pape dit, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'analyse, la guerre est le résultat de tout ça. Et dans un deuxième temps, je peux proposer ma médiation en tant que puissance morale. Il y a quand même une dimension dans tout son discours ensuite de châtiment divin. La guerre, elle est aussi un châtiment divin pour les péchés de l'Europe et de justement la modernité, la société de... Enfin, on ne parle pas encore de société de consommation, mais l'attachement, je cite Ad Beatissimi, l'attachement aux biens terrestres. Voilà, donc il y a toute cette dimension qui est derrière. Et Dieu intervient dans la vie des hommes par la guerre pour les punir. Ouais. Est-ce que, je parlais de condamnation du nationalisme tout à l'heure, est-ce que transparaît de ce fait cette opposition de ces deux nationalismes ? Alors, oui, enfin, il condamne justement cette... La course au bien, c'est la colonisation qui a eu un rôle dans je pense qu'il faut plus le voir comme consommation, enrichissement. Ce sont des sociétés qui ont déjà franchi le cap de la révolution industrielle, tout le processus d'industrialisation. On est quand même des sociétés qui sont économiquement très développées à ce moment-là. Et donc, je pense qu'il y a cette condamnation d'une société qui pense plus à s'enrichir que se tourner vers Dieu. Je crois qu'il y a cet aspect-là qui n'est pas négligé. Alors, Benoît XV ne condamne pas le bombardement de la cathédrale de Reims, il ne condamne pas l'invasion de la Belgique. Pourquoi fait-il le choix de l'impartialité publiquement ? Il faut déjà définir ce qu'il entend par impartialité. C'est-à-dire que la position vue des autres pays, vue des pays belligérants, c'est que le pape serait neutre. La neutralité, c'est je refuse de regarder ce qui se passe à gauche et ce qui se passe à droite. Le pape, au contraire, dit non, nous voulons être impartial, c'est-à-dire que nous voulons nous positionner uniquement sur des questions de justice. Et le pape, il a un texte justement assez important où il explique que c'est le rôle du pape de dire ce qui est juste et ce qui est le droit. Ouais. Donc c'est ça la position d'impartialité. Confronté effectivement au tirage des deux belligérants, enfin des différents belligérants qui veulent revendiquer pour eux finalement cette puissance morale du pape, la question est donc d'arriver très prudemment sur ce genre de situation et de proposer des discours qui, on ne va pas dire ménagent la chèvre et le chou, mais en tout cas essayent de comprendre ce qui s'est passé. L'une des affaires les plus célèbres, c'est le torpillage du Lusitania,
donc navire théoriquement qui n'est pas un navire militaire, et interrogé par un journaliste, le pape ne condamne pas nommément la chose, mais s'interroge pour savoir est-ce que les arguments revendiqués par les Allemands, expliqués par les Allemands pour procéder à ce torpillage, est-ce que ces arguments sont légitimes ou pas? Est-ce qu'on peut mettre sur le même plan le blocus exercé par les Alliés et le torpillage du Lusitania? Donc cette position d'impartialité suppose aussi d'agir en justice et de se poser des questions, de ne pas réagir avec l'émotion. C'est ce que Benoît XV essaie de faire. Vous évoquiez tout à l'heure, Xavier Boniface, la question du Kulturkampf, où en gros on ne pouvait pas être allemand et avoir porté allégeance au pape catholique et en même temps à l'Allemagne. Cette impartialité signifie aussi que Benoît XV ne souhaite pas mettre en porte-à-faux les catholiques par rapport à leur devoir d'État, puisque au fond le devoir d'État et le respect de l'État est inscrit dans l'Évangile. Bon, je ne pense pas que ça va jusque-là. Je pense que l'impartialité, il faut peut-être revenir un petit peu à l'origine du terme, c'est qu'il ne veut pas prendre parti. La neutralité, c'est qu'on ne s'intéresse pas à la chose. Mais l'impartialité n'exclut pas de s'intéresser au cas de la guerre. Risquer de mettre en porte-à-faux les catholiques, je ne pense pas. Alors, il y a quand même une prudence globale du discours. Ça, c'est vrai, même si le pape rappelle très souvent qu'il faut prier pour la paix, qu'il faut agir pour la paix, il reste très prudent. On le voit en Italie, par exemple, où les Italiens composent un certain nombre de prières qui veulent faire reconnaître par le pape, des prières qui demandent la victoire, qui demandent et la paix, la victoire et la paix. Toujours les deux sont associés. Et le pape, très prudent, il ne veut pas cautionner ces prières pour la victoire, puisque ça voudrait dire qu'il soutient la guerre. Mais au fil des années, il nuance sa position et finit par accepter certaines prières. Chacun met un peu de tempérance dans ses propos, mais de manière à faire accepter aussi l'idée qu'on est tous ensemble à devoir bâtir la paix et qu'il faut aussi tenir compte des intérêts de chacun. Mais je pense que globalement, ces prises de position sur l'impartialité n'ont rien à voir avec la volonté d'éviter les catholiques de se trouver en porte-à-faux avec leur État. Même si après le discours global peut aller dans ce sens. Alors de l'autre côté, comment Benoît XV est considéré par les deux parties pendant le conflit? Alfred Baudrillard, qui est un personnage absolument incontournable, dont les travaux dont les écrits, le journal a été publié par Paul Christophe. Alfred Baudrillard, par exemple, reproche à Benoît XV de ne pas se placer sur un plan moral et puissance morale que nous évoquions tout à l'heure, et davantage sur un plan politique. Alors ça, c'est l'accusation habituelle qu'on va trouver des deux côtés du Rhin, entre guillemets. À Paris, c'est le pape Bosch. Côté allemand, c'est le pape francophile. Il y a cette idée, effectivement, et qu'on va retrouver aussi durant la Seconde Guerre mondiale, que le pape obéit plutôt à des enjeux politiques qu'à un dictamen moral. Il y aura un texte assez important, une lettre du cardinal Suard qui évoque ça, du cardinal Tisserand qui évoque ça, qui est assez importante. C'est tout le côté, justement, toute cette politique finalement assez périlleuse de l'impartialité qui est, je vais dire, quasiment inaudible dans cette Europe en guerre, et qui fait que le pape et la politique du Saint-Siège, la parole pontificale, est un enjeu. C'est une prise de guerre. Et tout l'enjeu des deux pays, c'est de capter pour soi une condamnation, un avis qui permettrait d'avoir le droit pour soi. C'est aussi une guerre où chacun revendique le droit. Le pape devient un enjeu de guerre, finalement. En même temps, je pense que la position de la France et de la Belgique est beaucoup plus critique à l'égard du pape que la position des Allemands. Les mots les plus durs, on les trouve chez les Belges et chez les Français, pas chez les Allemands. Alors, parce qu'ils sont en territoire occupé, ils subissent des destructions, et puis des destructions qui touchent à l'identité catholique, que ce soit la cathédrale de Reims, même si c'est aussi la cathédrale du Sacre royal, les sacres royaux, c'est aussi le symbole du christianisme, du catholicisme, un symbole très fort du catholicisme en France. Et en Belgique, les massacres qui ont eu lieu à l'été 1914 ont touché, y compris d'ailleurs en France, ont touché des prêtres. Des prêtres ont été assassinés par les Allemands au moment de l'invasion. Donc on ne comprend pas en France et en Allemagne, et notamment les milieux catholiques, en France et en Belgique, dans les milieux catholiques compris, on ne comprend pas pourquoi le pape ne condamne pas des exactions, des méfaits qui ont été commis contre des symboles
ou des membres catholiques ou des membres du clergé. Alors je reviens sur la diplomatie. Saint-Pédis n'a pas pu empêcher, sa voix ne comptait pas, vous l'avez souligné. Est-ce que Benoît XV souhaite empêcher l'entrée en guerre de l'Italie ? Clairement. Benoît XV est effectivement un politique. Il a été formé dans les meilleures institutions justement diplomatiques du Saint-Siège. Et il va passer finalement, il y a toute une évolution intellectuelle où on passe des attitudes traditionnelles du Saint-Siège face à la guerre, la déploration, la prière, l'interrogation sur la guerre juste, entre guillemets, à ce qu'on appellerait une politique active, d'abord bilatérale, pour s'entremettre entre les États, notamment pour s'entremettre entre l'Autriche et l'Italie. L'Italie rêve d'acquérir certains territoires, notamment Trieste, le Trentin, l'Isonzo. Et donc, l'idée de Benoît XV, c'est de négocier, faire une négociation à trois entre l'Autriche et l'Italie pour que l'Autriche acquiert ces territoires, l'Italie les lui donnerait, et en échange, elle n'interviendrait pas dans la guerre. Ça, c'est l'étape bilatérale. Et enfin, il y aura une étape multilatérale, c'est la note de paix de 1917. Donc, on voit évoluer la diplomatie vaticane durant tout ce conflit. Alors, arrêtons-nous précisément sur ce moment essentiel. Il y a plusieurs tentatives de paix. Celle que vous présentez, c'est la plus importante ? On va dire que c'est peut-être une des plus abouties. C'est juste avant l'entrée en guerre de l'Italie. L'Italie est démarchée, c'est un enjeu aussi, elle est démarchée tant par la Triplice, qui l'appelle justement à la fidélité de ses alliances, que par la Triple Entente, qui lui fait miroiter des conquêtes territoriales dès la fin de la guerre. Donc l'Italie est un enjeu. Là-dedans, le pape prend conscience que être un territoire neutre dans un territoire en guerre, c'est compliqué, s'inquiète également du développement du socialisme en Italie. Très clairement, ils se demandent ce qui va se passer si jamais l'Italie entre en guerre, est-ce qu'on ne pourrait pas basculer dans une révolution ? Et par conséquent, le pape s'entremet via l'Allemagne et via l'Autriche pour convaincre l'Italie de rester neutre. Donc c'est une politique extrêmement aboutie. Ça aurait pu aboutir puisque François-Joseph, l'empereur d'Autriche, était prêt à quasiment accepter toutes les demandes italiennes, mais ça c'était en avril 1915. Entre-temps, l'Italie est déjà passée du côté de l'entente. Il y a une anecdote dans votre livre, Histoire religieuse de la Grande Guerre. Vous montrez que des puissances, du fait de l'entrée en guerre de l'Italie, des puissances proposent d'accueillir le pape qui, je le rappelle, est prisonnier toujours au Vatican, puisque le Vatican n'existe pas. Alors, L'état de la cité du Vatican n'existe pas encore. C'est le pape qui se présente comme prisonnier du Vatican, oui. Dans le Vatican. C'est pas Après, c'est une réalité ou pas, il a refusé... C'est mon côté papiste. Voilà, la question sera réglée qu'en 1929 avec les accords du Latran. Mais du coup, le pape se dit, si l'Italie entre en guerre, il risque d'y avoir des troubles politiques à l'intérieur, et inévitablement, ces troubles politiques auront des répercussions sur la place de l'Église, sur la place du pape. Et donc, il est déjà un peu en train de réfléchir, est-ce que je reste à Rome ou est-ce que je pars ? Et le roi d'Espagne, en particulier, lui fait des signes en disant, écoutez, si vous ne pouvez pas rester à Rome, venez chez nous, venez en Espagne. En plus, l'Espagne est neutre à ce moment-là. Et c'est une des options qui est évoquée. Puis finalement, comme les choses ne vont pas tourner comme ce que craignait le pape, il reste à Rome. Ce qui était quand même plus simple. Je referme la parenthèse de cette anecdote et je reviens sur la diplomatie en elle-même. Les tentatives de paix du Saint-Siège en 1917, elles sont très précises. Il y a l'embryon de la Société des Nations, il y a la question du désarmement, il y a la question de l'Alsace-Lorraine. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cela ? Le pape, Benoît XV, a vraiment réfléchi à un système. C'est, je pense, le corollaire justement de cette définition de la puissance morale et de sa transformation en politique. Depuis Léon XIII, le pape a vraiment réfléchi à une réorganisation du système international avec ce bémol, et c'est ce qui fait que l'Italie s'oppose pied et poing à ce projet, c'est qu'il faut aussi régler la question pontificale, régler la question du Vatican, et donc ce que le pape propose... Question romaine. Exactement. Il faut certes faire la paix, réunir tout le monde, organiser une grande conférence de la paix dont le pape serait l'un des participants, voire le médiateur, et qui permettrait aussi de régler la question romaine. Et ça, à partir du moment où ça rentre dans les débats, l'Italie dit stop.
Donc c'est l'Italie qui fait échouer en quelque sorte cette tentative de paix? La France, je pense que la France a joué peut-être un rôle au moins aussi important, sinon plus que l'Italie, parce que la question de l'Alsace-Lorraine n'est pas tranchée. Donc c'est Clémenceau. Alors Clémenceau n'est pas encore, il arrive quelques semaines plus tard au pouvoir, à la tête du gouvernement, mais le texte de 1917 parle des questions à traiter, à résoudre, à discuter, à négocier. Et il y a toute une liste. Alors, je pense que finalement, cette note de paix de 1917 n'est pas aussi précise que ce qu'on veut bien dire. Elle évoque des points à régler, mais elle ne propose pas de solution. Elle dit simplement, voilà, il faudra discuter de la Pologne, il faudra discuter de l'Alsace-Lorraine. En France, il n'est pas question de discuter de l'Alsace-Lorraine. C'est un sujet qui n'en est pas un. L'Alsace-Lorraine doit revenir à la France. Point. Et on n'a pas à discuter avec les Allemands là-dessus. Donc du coup, sur la question de l'Alsace-Lorraine, on n'est pas d'accord non plus. Le pape a voulu cibler un certain nombre de points, alors qui ne concernent d'ailleurs essentiellement que l'Europe occidentale et la Pologne. Il ne parle absolument pas de la Russie. Il y a un peu, à un moment, une concurrence dans les initiatives de paix. Wilson, déjà fin 1916, a appelé à la paix, une paix sans vainqueur, une paix sans victoire. Il y a une conférence socialiste qui est prévue aussi en 1917. Donc le pape veut aussi ne pas être à l'écart de toutes ces propositions de paix. En Allemagne, au mois de juillet 1917, on parle aussi de paix. On a déjà parlé un petit peu au début de l'année. Donc du coup, il y a un peu une concurrence internationale pour qui aurait un peu l'initiative de la paix. Et le pape, je crois, veut aussi profiter de ce contexte qui peut être porteur pour proposer sa propre conception de la paix. À l'intérieur du Vatican, on sait qu'il y a c'est toujours un peu un panier de crabes. Est-ce qu'il y a des oppositions franches entre les pro-français, les pro-belges d'une part, les pro-anglais et d'autre part ceux qui sont en faveur de la Triplice? Il y a même une grande affaire d'espionnage, l'affaire Gerlach, qui est le supérieur, dans mon souvenir, du séminaire allemand, et qui espionne carrément au profit de l'Allemagne, et qui va être identifié par la suite. Donc oui, il y a des courants. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une curie qui est majoritairement italienne, mais il y a des courants français. Il y a des prêtres français qui... du fait de leur situation, ça va être par exemple Monseigneur Gutelin, qui est le supérieur de Saint-Louis des Français, ça va être le patron de l'école française de Rome, Monseigneur Duchesne, qui jouent un rôle, qui font de la diplomatie officieuse en faveur de la France, et vous avez l'équivalent côté allemand, côté autrichien. Donc il y a des clans, on va dire. C'est une espèce de forme de politique au sein du Vatican. Alors, avec peut-être une petite nuance, c'est que des gens comme Monsieur Duchesne ou comme Gerlach ne sont pas membres de la curie. Oui, ils font du lobbying, on dirait aujourd'hui, ils font du lobbying auprès de la curie, mais ils ne sont pas dedans. Alors je pense que les luttes au sein de la curie sont plus feutrées, mais effectivement, les membres de la curie sont à l'écoute de ces pressions. Alors, on va parler sans doute peut-être aussi de Pacelli, mais je pense qu'il y a moins d'affrontements. Après, il y a peut-être aussi des divergences de conception des choses. Par exemple, entre le pape et son secrétaire d'État. Gaspari, c'est l'homme du droit canonique, c'est un juriste. Il fonctionne comme un juriste. Il y a des textes, il faut les appliquer, il y a des règles. Le pape, c'est plus un diplomate. Donc la médiation, on va discuter. Donc ce sont déjà des positions un petit peu différentes qui leur font voir différemment les réalités. Et je pense qu'il faut voir aussi ces divergences plutôt que des oppositions, ces divergences au sein de la curie, non pas seulement en tant que partisan de tel ou tel camp, mais aussi en fonction des cultures de chacun, juridique, diplomatique, théologique aussi, tout simplement. Pastorale. Et des écoles, c'est-à-dire que par exemple que ce soit Pacelli ou Gaspari, ce sont des gens qui ont été formés par le cardinal Rampolla au temps de Léon XIII, qui était justement l'une des grandes figures pour lequel il y avait eu un veto autrichien au moment de l'élection de 1903, d'où l'élection du futur Pie X. Il y a un livre très important, La guerre et le Vatican,
paru aux éditions du CERF, Les secrets de la diplomatie du Saint-Siège, 1914-1915, écrit par Johann X, qui est directeur des archives historiques de la secrétaire d'État du Saint-Siège. Et c'est un livre qui est très important parce qu'il montre justement le rôle de Pacelli. Et alors qu'on attend Pacelli, on a fait une émission avec Marie Levent et Frédéric Lemoal sur le cardinal Pacelli avant qu'il devienne Pie XII. Mais là, c'est un livre uniquement sur son rôle pendant la Grande Guerre. Et pendant la Grande Guerre, on l'attend du côté allemand, et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Pas du tout. Alors, moi, je nuancerais un petit peu. Je pense que Yannick présente les choses à sa manière. Il est belge, hein ? Oui, il est belge. Donc, être pro-français, c'est être pro-belge oui, aussi. tout à fait. D'ailleurs, son livre, c'est à propos de la destruction de l'université de Louvain et puis d'un certain nombre d'atrocités commises par les Allemands en Belgique, notamment contre des symboles, notamment l'université catholique de Louvain ou contre des prêtres. Des symboles catholiques ou contre des prêtres. Mais je pense qu'il faut essayer d'aller au-delà de ce débat. Est-ce que Pacelli était plutôt pro-français ou pro-allemand ? Je pense qu'il a aussi le souci d'une certaine impartialité, qu'il n'est pas hostile. Alors, je serais peut-être moins enthousiaste que Johann X en disant, je ne sais pas si Pacelli était pro-français. En tout cas, il est à l'écoute. Il est à l'écoute des uns et des autres. Il n'est pas... il est peut-être moins pro-germanophile, qu'on veut bien le dire, pas non plus en faire un pro-français. Gilles Ferragut ? Et pour résumer, aller dans ce sens-là, en fait, surtout, ils sont pro-Vatican, tous ces gens-là. Ils sont pro-Saint-Siège. Parce que le Saint-Siège a des intérêts. Parce que le Saint-Siège a des intérêts, des enjeux à défendre. Donc, avant tout, ces gens-là défendent le Saint-Siège beaucoup plus que telle ou telle nation. Il peut y avoir des sympathies, mais l'enjeu essentiel, c'est quand même le Saint-Siège, la question romaine et la politique. Alors, dans votre livre, Xavier Boniface, Histoire religieuse de la Grande Guerre, vous montrez le rôle des religieux, des prêtres, des laïcs, dans ce conflit. Est-ce que le Vatican est en lien avec la base, si je puis dire, et est-ce que le Vatican lance des opérations humanitaires pour être proche, au fond, de ces ouailles et leur penser les plaies ? Je ne sais pas si c'est le Vatican qui est proche de la base ou la base qui se rapproche du Vatican. C'est-à-dire que dans les archives vaticanes, on a une quantité incroyable de lettres envoyées par des laïcs, par des curés de paroisse, au Vatican parce qu'ils veulent, ou une bénédiction, parce qu'ils ont publié un opuscule en faveur de l'Église, ou bien parce qu'ils veulent des renseignements sur un membre de leur famille qui a disparu au front. Voilà, donc il y a énormément de personnes qui, en désespoir de cause, j'allais dire, écrivent au Vatican, au Saint-Siège, pour résoudre leurs problèmes. Et puis, d'autre part, la papauté est très vite consciente qu'il faut faire quelque chose. Et en l'occurrence, ça va être une action humanitaire sous deux angles principaux. D'une part, justement ce bureau d'information sur les prisonniers, où on essaie d'avoir des listes de prisonniers français ou belges en Allemagne, et à l'inverse aussi des listes de prisonniers allemands en France. C'est un bureau de renseignement. Un bureau de renseignement, oui, tout à fait. Où est mon père ? Tout à fait, voilà. Ouais. Et puis, d'autre part, autre aide humanitaire importante, c'est l'argent que donne le Vatican, notamment aux paroisses des pays occupés, notamment en Belgique. Et alors, cet aspect humanitaire, on peut l'y voir comme un atout en plus de l'action diplomatique du Saint-Siège, l'humanitaire comme instrument diplomatique. Et on peut aussi voir, à l'inverse, un échec de la diplomatie pontificale qui se rabat, faute de mieux, sur l'humanitaire parce qu'il ne parvient pas à s'imposer sur la scène diplomatique. Donc on peut avoir les deux lectures de la place de l'humanitaire dans la position du Saint-Siège. Et ça permet aussi, toutefois, face à la Croix-Rouge qui est d'inspiration protestante, de manifester un humanitaire catholique. Donc il y a quand même je suis complètement d'accord avec cette analyse, mais il y a aussi cette réponse finalement au protestantisme humanitaire. Tout à fait, Alors, se pose la question, au fond, on a vu les impossibilités du Saint-Siège. Est-ce que le Saint-Siège pouvait participer aux négociations de paix de 1919-1920 ? Première vision, a priori, c'est non, vu le rôle de l'Italie, sauf que le Saint-Siège est bien présent et que, même si ce n'est pas un acteur majeur, on imagine qu'il agit en coulisses.
Alors, il y a eu le pacte de Londres en 1915, où, comme condition à son entrée en guerre aux côtés de l'Entente, l'Italie avait obtenu qu'en en cas de victoire et donc en conférence de la paix, le Saint-Siège serait exclu des négociations. Ça a été le veto absolu de l'Italie dès 1915. Donc il est déjà, on sait très bien que si l'Entente est victorieuse, le Saint-Siège ne sera pas invité aux négociations. Et alors, l'archevêque de Malines, Bruxelles, le cardinal Mercier, a essayé un peu de faire pression pour qu'on invite un représentant du Saint-Siège lors des conférences de la paix. Mercier a une grande aura auprès des Alliés, mais ce n'est pas du tout accepté par les Italiens. Et alors, le Saint-Siège a envoyé quand même un émissaire qui a fait un peu les couloirs pour faire un peu du lobbying. Il s'est rapproché notamment des petites puissances, puis auprès des grandes, c'était absolument impossible de se faire entendre. Il a agi un petit peu auprès des puissances secondaires pour essayer de se faire entendre. Mais est-ce que la question romaine, qui sera réglée plusieurs années plus tard, commence à être évoquée précisément dans ces couloirs? Alors, la question romaine pour nos auditeurs, dans la conférence de la paix, on n'en parle pas. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Et puis c'est tenu. En fait, la conférence de la paix est d'abord tenue par Wilson. Et Wilson se désintéresse complètement du pape. Pour lui, c'est même pas une concurrence entre un protestant et puis un catholique. Il ignore complètement le rôle du pape. Ça, c'est la position traditionnelle des États-Unis, enfin, la laïcité à la mode américaine, séparation des églises et de l'État. Pour lui, le Saint-Siège n'est pas un État. Et c'est vrai qu'il faudra attendre 1984 pour que les États-Unis envoient un ambassadeur auprès du Saint-Siège. On est là dans une tradition qui est politique. Le Saint-Siège est très critique à l'égard des traités de paix. Je ne sais plus si c'est Benoît XV ou un cardinal qui disait l'histoire dira que l'Europe a été créée par un fou. Le Saint-Siège, est très négatif. Alors, il y a deux critiques principales, en faisant simple. La première, c'est la question des frontières. On a l'impression de bouleverser complètement l'Europe, et notamment une Europe catholique. On fait éclater l'Autriche-Hongrie, qui était quand même la grande puissance catholique de l'Europe. Elle explose littéralement avec les traités de paix. Et puis, deuxièmement, il y a la question de la Société des Nations. Alors, pourtant, ça pouvait rejoindre certaines idées catholiques, mais le pape y voit vraiment une institution protestante. Et ça passe pas. Installée à Genève. Alors peut-être une dernière question, parce qu'il nous reste 4 minutes, qui est une question très difficile, mais on voit bien que Benoît XV, et autour de Benoît XV, il y a le futur cardinal Pacelli, a des impossibilités. Il n'arrive pas à peser. Est-ce que cette expérience de cette impuissance peut expliquer en partie l'impuissance ou la non-volonté de Pie XII de faire plusieurs années plus tard, une politique qui soit une politique, qui soit pas une politique publique, mais plutôt une politique de couloir, et non pas une condamnation morale telle qu'on aurait pu l'attendre. Alors, ce qui est sûr, c'est que Pacelli, à l'époque, est secrétaire de la Congrégation des affaires ecclésiastiques extraordinaires, donc il est au cœur de tous les échanges diplomatiques qui convergent vers le Saint-Siège. L'expérience va profondément le marquer, et ce qu'on peut constater, alors c'est vraiment un sujet important, la question de l'attitude de Pie XII face à la guerre, mais ce qu'on peut constater, c'est que finalement Pie XII a fait ce que Benoît XV n'a pas vraiment fait ou n'a pas vraiment dit, c'est qu'il a laissé aussi aux églises nationales le soin de prendre finalement parti. Il s'est lui tenu à cette position d'impartialité qui lui a été énormément reprochée. On l'a accusé aussi de ne pas obéir au dictamen moral, qui est celui d'un chrétien, et il a très largement laissé aux églises nationales la possibilité d'intervenir et de se positionner. C'est peut-être ça la leçon de Pacelli, la leçon qu'a reçue Pacelli de cette situation-là. Xavier Boniface, en quelques secondes, par rapport je pense que l'héritage de la guerre a beaucoup pesé, de la Première Guerre mondiale a beaucoup pesé dans la conception des relations internationales de Pacelli, du futur Pie XII pendant la guerre. Et je rejoins complètement ce qu'il dit, effectivement, laisse en fait. Alors, est-ce qu'il le fait, je dirais, de manière consciente, affirmée, volontaire, ou c'est plutôt je laisse faire? Je pense que plutôt dans la deuxième position du laisser-faire que d'une politique volontaire et délibérée. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau de Risque de l'Histoire. Vos ouvrages, Les chrétiens, la guerre et la paix, de la paix de Dieu à l'esprit d'Assise, paru
aux presses universitaires de Rennes, Histoire religieuse de la Grande Guerre, donc Xavier Boniface, toujours, aux éditions Fayard. Gilles Ferragut, avec Florian Michel, vous avez dirigé Diplomatie et religion, donc qui présente la diplomatie pontificale, mais pas seulement pendant toute cette période, et votre actualité littéraire qui est un peu en dehors de notre sujet, mais je me dois de le présenter. Donc, Otage, une histoire de l'Antiquité à nos jours, paru chez Folio. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Je vous remercie, chers auditeurs. Je vous renvoie à ktotv.com où vous pouvez notamment voir l'émission enregistrée avec Frédéric Lemoal et Marie Levent sur le cardinal Pacelli avant qu'il devienne Pie XII. C'est une émission qui s'inscrirait dans la continuité de l'émission d'aujourd'hui. Et n'hésitez pas aussi à écouter nos émissions d'histoire sur storiavoce.com. Merci beaucoup pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Risque de l'Histoire.